Bien, déjà, bonjour à toutes et tous. Merci de l'invitation qui me touche d'autant plus que je viens d'un syndicat, ça a été dit, le SNUI, devenu Solidaire Finance Publique, qui a entretenu des liens réguliers avec la LDH. Alors, en termes de réflexion, je vais essayer de donner quelques éléments de constat et puis, pour ne pas nous faire de redondance, peut-être appuyer sur certains points dans la reconstruction nécessaire, à la fois d'une réflexion, mais demain, si possible, d'un État plus juste. On a coutume de dire à Attaque qu'il n'y a pas de société juste sans impôt juste, et évidemment, il va falloir resituer ces questions-là. Alors, les resituer comment? Déjà, avoir en tête un certain nombre d'éléments qui vont un peu la toile de fond de mon propos, c'est que lorsqu'on parle de redistribution, il faut la situer. En théorie, dans la circulation des richesses, il y a trois grandes étapes. La distribution primaire des revenus des patrimoines, ça a été dit, elle est inégalitaire, essentiellement d'ailleurs sur la question des patrimoines, mais également sur la notion des revenus, on y reviendra. Cette circulation des richesses est ensuite corrigée par la redistribution fiscale, c'est la deuxième étape. En fonction des impôts qu'on paye, ils sont plus ou moins redistributifs et ils peuvent plus ou moins réduire les inégalités. En France, le système fiscal réduit assez peu les inégalités. Les inégalités sont surtout réduites par la redistribution sociale, la troisième étape, c'est-à-dire, ça a été dit, les services publics et la protection sociale, qui ont été affaiblis, mais qui ont encore une place en France, notamment en comparaison avec d'autres pays, une place importante. Ça veut dire que notre réflexion, elle se base essentiellement sur les deux étapes, redistribution fiscale, redistribution sociale. Et à la limite, si on devait légitimer l'idée de redistribution, il faudrait presque partir de ce que ça finance, pour dire ensuite, pour avoir ça, il faut donc des financements collectifs, mais on y reviendra sur le rôle des prélèvements obligatoires. Ça, j'allais dire, c'est la toile des fonds un petit peu théorique, mais qui n'est jamais inutile d'avoir en tête. Les autres éléments plus contextuels, ça a été dit, c'est les 40 ans de politique néolibérale menée à des degrés divers selon les pays, mais avec une singulière accélération depuis quelques années en France. 40 années pendant lesquelles il y a eu des crises aussi, notamment la crise systémique, comme on dit, de 2007-2008, due, et je ne vais pas développer ici, la financiarisation de l'économie, qui a d'ailleurs conduit, ça a été montré, à une forte augmentation des dettes publiques, parce qu'il a fallu injecter de l'argent, parfois à tort et à travers, dans le système, pour le dire. Dans la période aussi, dans ces 40 dernières années, on a assisté à, évidemment, un discours très culpabilisant, ça a été dit, sur le poids des prélèvements obligatoires, la dépense publique, l'assistanat, mais tout ça a organisé un recul des services publics. Moi, j'appartiens à une administration qui a connu 30 000 suppressions d'emplois depuis 2008, et c'est hélas pas la seule. On sait que les Gilets jaunes se sont révoltés, notamment parce qu'il y avait ce sentiment d'abandon dû au recul des services publics, même s'il y avait un discours également de justice fiscale. Et puis, quand même, petite touche d'espoir, depuis quelques temps, le bilan de ces politiques-là commence à être mené. Les travaux de Thomas Piketty, de Gabriel Zucman, d'autres économistes, l'Institut politique publique et j'en passe, ont montré quand même, documenté, j'allais dire, ce qu'on pouvait déjà supposer en termes d'injustice de ces politiques-là. Alors l'idée, c'est de dresser un petit état des lieux, ici aussi également en forme de contre-argumentaire, c'est décisif. Moi, je suis un autodidacte, donc la question de la pédagogie de l'impôt, notamment, elle est absolument centrale. Et voir un petit peu les enjeux auxquels on fait face, pour essayer aussi de montrer que nous sommes à une période un peu charnière. Et on l'a vu d'ailleurs sur d'autres plans. La LDH et Attaque ont récemment travaillé ensemble, je veux dire, sur la question de l'intolérance croissante du pouvoir face au mouvement social. Ça montre aussi une fébrilité y compris sur les politiques qu'ils mènent et sur leur légitimité. Donc, il faut qu'on entende ça pour se donner aussi de l'espoir pour l'avenir. Alors je disais, donc, il y a dans l'état des lieux global qu'on peut faire, sur la question de la redistribution, une remise en cause assez brutale de la redistribution fiscale et sociale. Comment ça s'est organisé ? Bien déjà, la situation n'est pas propre à la France. On est dans le concert international, victime de ce qu'on appelle la concurrence fiscale et sociale, qui est un choix, objectivement, des pays, notamment au sein de l'Union européenne, de ne pas harmoniser un certain nombre de législations et de se faire concurrence. L'idée sous-jacente était de dire on arrivera à avoir une gestion optimum des finances publiques pour développer la compétitivité des entreprises. Alors, pour les plus naïfs, la concurrence fiscale permettait à l'argent de ruisseler, et pour les plus lucides et les plus réalistes, c'était de permettre d'accroître sa propre surface financière. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on fait le bilan de ces politiques de concurrence fiscale et sociale, on a quoi ? On a un peu partout une baisse des impôts de ce qu'on appelle dans le jargon fiscal les bases mobiles, c'est-à-dire ceux qui peuvent se déplacer ou déplacer leurs bénéfices.
les multinationales les plus riches, pour faire court. Ce n'est pas schématique ce que je dis, maintenant c'est documenté. Et comme j'ai peu de temps, on va le faire comme ça. Parallèlement, une hausse d'une part des prélèvements les plus injustes, la TVA, les prélèvements sur la consommation, sur les bases immobiles, c'est-à-dire les PME essentiellement, et l'immense majorité des ménages qui ne peut pas se déplacer ou déplacer ses richesses comme il le veut de par le monde. Ça, c'est très structurant et ça a un impact évidemment, parce qu'à partir du moment où vous allégez les prélèvements sur les bases mobiles, c'est-à-dire les plus riches, vous vous privez de ressources, et à partir du moment où vous concentrez les prélèvements sur les bases immobiles, non seulement faites peser une injustice fiscale et sociale, et c'est une absurdité économique, parce qu'on pourrait libérer un peu de pouvoir d'achat, si j'ose dire, de ces agents économiques, mais il y a un impact sur le financement des politiques publiques, c'est-à-dire que la base étant un peu plus étroite, on ne peut pas tout financer. En tout cas, on fait passer ce discours-là sur l'air de « on ne va surtout pas toucher aux plus riches », parce que grâce à eux, il peut y avoir de l'investissement, de la croissance et de l'emploi, hein, c'est le fameux théorème d'Helmut Schmidt, sauf que dire qu'on favorise l'investissement, la croissance et l'emploi est aujourd'hui un dogme. En réalité, baisser les impôts des plus riches, c'est surtout traduit par une augmentation de leur capacité financière ou des bénéfices des multinationales. Les profits d'aujourd'hui ne sont que les profits d'aujourd'hui et les distributions de dividendes de demain. Et donc, cette concurrence fiscale et sociale, elle a exercé une très forte pression sur l'ensemble des politiques publiques qui ont été menées et qui se sont traduites par, eh bien, il va falloir réformer la fonction publique, réformer les services publics, réformer la protection sociale. Bref, ce terme réforme, les réformes structurelles, hein, vous l'avez tous entendu, s'est traduit inévitablement par un recul des services publics et de la protection sociale. On le voit dernièrement avec la réforme des retraites, la réforme de l'indemnisation chômage. On le voit dans le cadre du projet de loi de finances 2024 où le discours est de dire on va surtout pas augmenter les impôts des plus riches, on va continuer à baisser les impôts, continuer à baisser les dépenses publiques pour baisser la dette, ce qui est quand même quelque chose d'assez absurde en soi. Et donc, on est aujourd'hui peut-être à l'aube d'un retour de l'austérité après une petite période où on a suspendu les critères européens, où on a donné du quoi qu'il en coûte, on a mis en œuvre le bouclier tarifaire. Alors, quand on est face à cela, parce que je voulais balayer assez rapidement, et face aussi à l'impact des dernières mesures d'Emmanuel Macron, puisque pendant des années, on est allé par petites touches en France, on était plus préservé que d'autres pays dans ce mouvement de concurrence fiscale et sociale. Mais en 2017, il y a eu des mesures assez importantes qui ont été prises, dont il faut voir le lien entre elles. Le discours d'Emmanuel Macron était de dire on va baisser les impôts des entreprises, on va alléger l'imposition des revenus financiers, avec le prélèvement forfaitaire unique, et puis transformer l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Le lien entre ces mesures est le suivant. Si vous envoyez le signal que vous allez baisser les impôts des entreprises, les entreprises les plus grandes qui distribuent des dividendes vont pouvoir en distribuer plus. C'est ce qui s'est passé. Lorsque vous imposez moins les dividendes, c'est ce qui s'est passé avec le prélèvement forfaitaire unique, les actionnaires les plus importants voient leur capacité financière augmenter. Et lorsque la valeur des titres financiers n'est plus imposée à l'ISF, eh bien tout ça fait une économie d'impôt assez colossale. Environ 5 milliards d'euros de pertes par an qui ont alimenté les dettes publiques. 5 milliards d'euros qu'on a partiellement compensés en augmentant la taxe intérieure sur les produits de consommation énergétique et le reste, on l'a fait peser sur l'action publique par la réduction des moyens. Le bilan de ça, il a été dressé par France Stratégie, qui n'est pas un organisme de gauchistes, hein, ils sont rattachés à Matignon, et les 4 rapports successifs ont dit la chose suivante. Ces mesures-là ont permis le doublement de la distribution de dividendes en 2 ans, dès leur mise en œuvre. Ils ont été concentrés principalement sur les plus riches. Il ne fallait pas être devin, mais là au moins c'est documenté. Ça a créé un manque à gagner pour l'État, environ 5 milliards d'euros par an, je le disais. Et ça n'a pas alimenté l'investissement et l'emploi, contrairement à ce qui a été promis. C'est assez intéressant en France, dans le débat fiscal du moment, de tenir compte de ces travaux officiels qui montrent ce que d'autres avaient dit avant, tout simplement parce qu'ils connaissaient la fiscalité. Je mets un peu l'accent là-dessus, et sur un deuxième point, dont on entend régulièrement parler, mais sans trop forcément creuser la question, qu'est-ce qui a affaibli la redistribution? Ce ne sont pas que les mesures législatives, c'est aussi le contournement des mesures. Question de l'évitement de l'impôt.
qui a été permis d'une part par des législations accommodantes, parce qu'on n'a pas pris en compte typiquement l'évolution du numérique, on n'a pas adapté l'impôt sur les sociétés à l'évolution de l'économie, et aussi ça a été alimenté par la baisse des moyens des administrations fiscales, douanières et judiciaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une polémique depuis une dizaine d'années sur l'estimation de la fraude que notre syndicat avait publiée, environ 80 milliards d'euros, pour dire que ces sommes-là, évidemment, manquent à la redistribution, manquent à la justice fiscale et contribuent à plomber le consentement à l'impôt, qui est quand même un des piliers d'une vie en démocratie. Donc on a l'ensemble de cette toile de fond face, comment dire, on fait face à des enjeux aujourd'hui dont l'intensité sur le plan social, mais aussi sur le plan de la transition énergétique et face au changement climatique, elle est rarement égalée. Donc que peut-on faire face à ça? Encore et toujours dire que les prélèvements obligatoires ont une fonction économique, sociale et demain écologique, qui ne sert à rien, ça a été dit, de comparer les choux et les carottes. Pendant longtemps, il n'y avait pas de crèche en Allemagne, donc il n'y avait pas de contribution publique. En Allemagne, de la même manière, les retraites complémentaires, les contributions ne sont pas comptabilisées dans les prélèvements obligatoires. Au Japon, il y a un système éducatif largement privé. Mais pour avoir la même comparaison qu'en France, il faut ailleurs non seulement des prélèvements entre guillemets obligatoires, mais aussi des prélèvements privés. Et il n'existe pas ce type d'étude qui tendrait à montrer que finalement, peu ou prou, pour avoir la même sécurité sociale et même services publics en France, quand même il y a un affaiblissement, il faudrait consacrer environ la moitié du produit intérieur brut sous forme de contribution privée ou publique. Et ça commence à être documenté. La sécurité sociale en France, même si elle est affaiblie, est encore assez importante. Eh bien, lorsqu'on voit la part, lorsqu'on compare les dépenses privées sociales de la France et d'autres pays comme les Pays-Bas ou les États-Unis, elle est évidemment nettement inférieure. Simplement, une société qui se privatise est une société plus injuste, où les gens sont bien moins soignés et où finalement, de fil en aiguille, ils sont eux-mêmes moins citoyens, puisque c'est aussi le thème de la table ronde. Donc il faut encore marteler et toujours ça. Marteler encore et toujours que les prestations sociales ont évidemment une fonction de cohésion sociale, mais qui soutiennent l'activité économique. Que d'ailleurs, tout le monde ne perçoit pas les prestations sociales auxquelles il a droit. Le taux de non-recours, aujourd'hui, il est supérieur au tiers, notamment sur ce fameux RSA, mais aussi sur d'autres prestations sociales, qui ne bénéficient par ailleurs pas qu'aux plus pauvres, mais également aux riches. Le principe d'universalité oblige, les prestations familiales, par exemple. Les minima sociaux, 1,2% du PIB, là où le taux de non-recours est le plus élevé, il a cette vocation, ils ont cette vocation de permettre à chacun de vivre, non pas correctement, mais moins indignement qu'en l'absence de minima sociaux. Et de ce point de vue-là, permettez-moi une incise, mais le scandale de la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence par le Sénat mérite d'être encore et toujours dénoncé. Dire encore et toujours sur la question de la dette que la question de la dette vient de multiples choses. Il y a eu de l'investissement. Les ménages s'endettent pour acheter un appartement ou une maison. L'État, il lui arrive aussi d'investir. Par contre, il lui arrive également de combler, de venir au secours des crises. Et là, on peut s'interroger sur l'origine des crises et sur ce qu'il faudrait faire pour éviter d'en arriver là. La dette est alimentée par des baisses d'impôts qui n'ont pas relancé l'activité économique. Et elle est alimentée par le poids des niches fiscales et sociales aux environs de 200 milliards d'euros pour une efficacité qui n'a pas été démontrée en termes de relance de l'emploi. Donc il faut prendre, y compris les travaux, et j'allais dire ces sujets un par un, même s'ils ont tous un lien, pour montrer, y compris sur la question de l'évasion fiscale, que ce qui est fait est insuffisant, mais qu'on peut faire mieux. Et je vais prendre deux exemples, parce que je sais que mon temps est court, mais lorsque on parle de concurrence fiscale et qu'on entend les déclarations des gouvernements qui disent que grâce à l'accord de l'OCDE, on va pouvoir enfin en finir avec les paradis fiscaux et l'évasion fiscale internationale, qui est objectivement colossale, maintenant ça commence à se savoir. On peut dire deux choses sur cet accord qui prévoit, vous le savez, une imposition minimale de 15%. La bonne chose, c'est que lorsque les gouvernements s'entendent, il n'y a aucun obstacle technique et juridique à la mise en œuvre de mesures au plan international. Ça, c'est une bonne chose et on peut s'en servir pour développer des projets et porter des projets plus ambitieux. L'autre chose, c'est que l'accord qui a été trouvé ne règle rien en soi. Certes, quelques entreprises paieront plus, il faut le dire, c'est vrai. Par rapport à des taux d'imposition minimes, ils paieront plus. Mais si on n'en finit pas avec la concurrence fiscale et sociale, que va-t-il se passer? Les gouvernements vont dire, écoutez, les taux sont de 25% pour les PME, de 15% pour les grands groupes. Au nom de l'égalité, on va aligner tout ça sur les 15%.
Donc on peut se battre sur l'idée qu'on peut avoir des accords, qu'il n'y a pas d'obstacle technique, mais qu'il faut aller plus loin. Même Joe Biden le disait, il faudrait un taux non pas de 15%, mais de 21%. Et dernier point pour finir, avoir conscience que le réchauffement climatique, si on ne fait rien, sera bien plus coûteux que si on fait quelque chose. Et que pour ce faire, on peut immobiliser les finances publiques. On a démontré qu'il y avait des assiettes qui n'étaient pas suffisamment imposées, mais également comment dire, mobiliser l'épargne, que le livret A soit utilisé à ça plutôt qu'à financer l'armement, par exemple, ce serait une bonne chose. Donc, pour conclure, je dirais que sur la question centrale, être citoyen, c'est se sentir appartenir à une collectivité, sentir que ses droits sont pleinement respectés. On n'en est pas là. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il n'y a, encore une fois, aucun obstacle technique, juridique à l'idée d'avoir une fiscalité juste. Il y a simplement un travail de conviction à mener. Et dans une société de plus en plus individualiste, c'est un combat central. Merci.